Merci. Donc, merci de votre accueil ici, dans ce lieu très prestigieux et devant un auditoire très impressionnant. Donc, pour commencer ces réflexions sur les personnages, je voulais les présenter comme des créatures ou des créations. Et donc, réfléchir tout d'abord sur ce terme, puisque on va essayer de prendre au sérieux, en fait, l'idée que les productions de l'imagination sont l'objet d'un acte créé qui, vous le savez, renvoie donc immédiatement à un acte qui, en principe, n'appartient pas aux êtres humains, mais appartient à Dieu seul. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de les considérer comme des créatures ou des créations ? Évidemment, ce que la fiction réalise ici, et ce que je propose d'examiner ce soir avec vous, c'est également ce qu'ont fait depuis longtemps les éleveurs dans le champ donc, de la culture domestique. Et on voit ici, par exemple, si on commence très loin dans l'histoire naturelle, ce thème que changer, modifier et perfectionner les espèces, c'est donc un droit que l'être humain s'est arrogé sur la nature. Et on voit qu'il considère, par exemple, vous voyez ici la fin du texte, que le chien est une espèce de création. Une espèce de création, ou création d'une espèce, c'est l'ouverture de cette affaire. Donc, on peut aller un peu plus loin ici, en avançant dans le temps, avec Boris de Saint-Vincent, qui propose, dans l'article « Création » du dictionnaire d'histoire naturelle, d'examiner si on n'aurait pas opéré une véritable création, un être que la nature n'avait pas arrêté dans son plan primitif, mais qui n'en est pas moins l'ouvrage de ses immuables lois et qui doit se reproduire toutes les fois que les circonstances seront les mêmes. Et là, on a vraiment la création, on pourrait dire laïcisée, ou la création détachée de toute considération métaphysique, mais la création vraiment très concrète, quand on voit ici que les êtres humains peuvent jouer avec les lois de la nature pour produire des choses qui sont à la fois dans la nature, mais qui déjà n'y sont plus. Et évidemment, je crois que c'est là une bonne définition de la science-fiction. Et donc un peu mon propos est construit autour de ce parallèle un peu risqué, de dire, de la même manière qu'on crée en histoire naturelle des entités qui ne sont ni naturelles ni culturelles, et bien de la même manière, les fictions jouent à l'interface entre nature et culture, entre nature et artifice. C'est pourquoi je pense qu'il est intéressant de se placer sous l'égide de cette philosophe américaine, Donna Haraway, qui a parlé, en utilisant un néologisme, de nature-culture. Nature-culture, agglomérée comme ça en un seul terme, comme si finalement les aspects naturels et artificiels et culturels étaient tout à coup indissociables en fait. Et évidemment, ça nous place, ces natures-cultures, tout à l'heure on voyait Haraway avec sa chienne, et bien ici, ces natures-cultures nous placent face à la difficulté qui est celle des êtres humains de jouer aux apprentis sorciers en fait. Jouer aux apprentis sorciers parce qu'évidemment, que les humains ne se réservent pas simplement l'usage des productions naturelles, mais qu'ils entreprennent d'en créer de nouvelles, eh bien, c'est, pour les humains qui sont eux-mêmes une créature, une manière de sortir de leur place. Et ça, ce jeu donc avec les hybrides, on peut l'identifier à ce que la culture grecque a appelé hubris, donc d'un terme qui veut dire, on pourrait dire l'excès. Et l'excès, évidemment, doit être châtié. Donc jouer à l'apprenti sorcier, comme on le voit ici, c'est-à-dire sortir du statut de pure créature pour s'instaurer en créateur, et c'est ce que font les êtres humains depuis très longtemps dans l'élevage et dans la fiction, eh bien, ça déclenche, ça déchaîne des pouvoirs inattendus et des pouvoirs incontrôlables, en particulier des pouvoirs de multiplication.
les créatures que l'on met en mouvement, que l'on fait entrer sur la grande scène du monde, les créatures que par notre activité humaine nous ajoutons aux lois, à l'ordre naturel, eh bien, ces créatures deviennent très vite incontrôlables, et incontrôlables en particulier par leur multiplication. Et je crois qu'ici, dans ce thème de la multiplication, nous avons une esquisse du fait que l'imagination est au pouvoir, mais il n'y a personne aux commandes en fait. Personne n'est aux commandes, personne n'est derrière en situation de maîtrise. Et donc nécessairement, eh bien, les créatures s'émancipent. Elles s'échappent du laboratoire. Donc c'est ça le mystère qui se cachait derrière mon titre. Elles s'échappent du laboratoire, et elles s'échappent du laboratoire au sens propre et au sens figuré. Donc on va commencer par le sens figuré d'abord, si vous voulez bien. C'est-à-dire, en quel sens est-ce que les créatures de fiction s'échappent du laboratoire? Eh bien, dans un premier sens, c'est parce que, on pourrait dire, il y a d'abord des sciences, il y a d'abord une activité rationnelle, et que l'activité de l'imagination vient s'ajouter à l'activité rationnelle, elle lui succède en quelque sorte. Et ainsi, les créatures de l'imagination seraient comme un produit secondaire dérivé et peut-être un peu dégénéré de l'activité rationnelle. On pourrait dire, le songe de la raison engendre des monstres, hein, pour reprendre le titre de la célèbre gravure. Ici, vous avez une citation de Stanislas Lem qui indique, vous voyez, toute science engendre une pseudo-science, et ainsi l'astronomie a engendré l'astrologie, de même que la chimie a en quelque sorte trouvé sa caricature dans l'alchimie. Mais quand on raconte les choses de cette manière, en vérité, on inverse la causalité, puisqu'évidemment, l'astrologie et l'alchimie étaient avant l'astronomie et la chimie, d'accord ? Donc, on voit que cette manière de présenter les choses, là, dont je ne sais pas si Lem la prend au premier degré ou s'il la donne avec ironie, mais en tout cas, elle est fausse. Et il faut au contraire considérer qu'au départ, il y a des fantasmes. Et que l'activité fantasmatique débridée ayant eu lieu, on construit des choses qui sont comme des reliquats, des déchets, des dépôts, des débris, qu'on appelle les sciences. D'accord ? Donc, le terme même de science-fiction, il est problématique au sens où il semble placer la science avant la fiction. Ce que je voudrais faire avec vous, c'est essayer de remettre la fiction au point de départ, en fait. Et on pourrait dire que, de cette manière, on comprend que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique, par exemple, simplement parce qu'il voulait compléter la carte du monde. Ce n'était pas ça son idée. Son idée, c'était évidemment de trouver le paradis sur Terre, d'accord ? Et de la même manière, vous avez une phrase un peu longue ici de Berthelot, mais je vais vous la résumer. Ce que dit Berthelot ici, c'est que si on a inventé la chimie minérale et la chimie organique, c'est parce que d'une part, on voulait transformer le plomb en or, ça a donné la chimie minérale, et d'autre part, on voulait la vie éternelle, et c'est ce qui a donné la chimie organique. D'accord ? Donc ici, Berthelot, qui était chimiste, remet bien au premier plan la puissance de l'imagination qui conduit dans un second temps à des sortes de restrictions, hein, et de localisation de ces savoirs et de ces tentatives dans des sciences particulières et qui ont leur place dans les grandes académies. Mais au départ, donc, remettre ce qu'il appelle en bas, vous voyez, ces deux rêves, ces deux chimères, pierre philosophale et élixir de longue vie, comme les deux origines de la chimie. Eh bien, si on adopte cette perspective qui remet l'imagination au premier plan, on peut considérer que des créatures de fiction que l'on rencontre dans beaucoup de types de productions culturelles sont en réalité l'expression de ces fantasmes premiers dont les sciences ne seraient que les dépositaires secondaires. Donc, quand on parle par exemple de cyborg, ça n'est pas d'abord... Il n'y aurait pas d'abord eu la cybernétique et ensuite on aurait créé des cyborgs fantasmatiques.
En fait, le personnage de Cyborg, il faut le comprendre selon sa logique propre. C'est l'idéal d'un corps qui serait infiniment plastique et qui pourrait traverser comme ça tous les univers, tous les milieux, sans jamais être affecté dans son fonctionnement. Donc c'est ça le principe de la fiction de Cyborg, si vous voulez, c'est le voyage dans l'espace sans être altéré en fait. Parce que justement, il y a des équipements techniques, des prothèses techniques qui nous permettent de nous adapter à tous les milieux. De la même manière, les robots eh bien, ne sont pas les produits dérivés de la science informatique. Non, ils sont d'abord le produit d'un double fantasme, je dirais. Tout d'abord, l'étymologie tchèque du mot robot indique qu'il s'agit de notre volonté d'avoir des esclaves, c'est-à-dire des créatures qui vont faire le travail à notre place. Mais comme tout esclave, eh bien, il est potentiellement porteur de rébellion et il est aussi potentiellement porteur d'un devenir. Et ce devenir, c'est le devenir identique à nous, le devenir de l'alter ego en fait. Donc le robot, c'est à la fois le fantasme de l'esclave et le fantasme d'un autre avec qui on pourrait enfin parler, parce qu'on sait très bien que simplement, quand on est simplement entre humains, on s'ennuie. Donc enfin avoir un interlocuteur à sa hauteur, c'est ça en fait le fantasme. Si on regarde maintenant les mutants, évidemment, on a commencé à parler de mutants à partir du moment où il y a eu la génétique au début du XXe siècle. Mais en fait, le fantasme qui est porté par les mutants et qui prolifère dans les formes fictionnelles, c'est l'idée, alors là c'est un peu proliférant, mais justement, c'est en quelque sorte, ça part d'un idéal démocratique. C'est-à-dire qu'il y a en chacun d'entre nous une différence qui est créatrice d'avenir, en fait. Mais en même temps, ça se meut, c'est un démocratisme qui se meut ou qui se mue en quelque chose d'autre que j'appellerais une aristocratie, en fait. C'est l'aristocratie des bien-nés, si vous voulez. Parce que les mutants, justement, par rapport aux cyborgs, qui ont des équipements techniques qui sont toujours un peu bancals, etc., les mutants, eux, ce sont les bien-nés. C'est une forme d'eugénisme sympathique, les mutants, si vous voulez. Ils sont bien nés, ils ont une différence importante grâce à laquelle ils vont pouvoir changer le cours de l'humanité. Voilà. Donc vous voyez ici, pour moi, ce fantasme premier, les mutants ne sont pas des créatures dégénérées de la génétique, ce sont d'abord l'incarnation de cette idée que chacun d'entre nous peut faire la différence. Et c'est ça qui nous intéresse quand nous regardons des fictions de mutants. Donc ça, c'était pour voir comment les créatures de fiction s'échappent du laboratoire, au sens où, évidemment, elles ont leur indépendance, leur autonomie et leur vie propre dans les fantasmes profonds qui nous occupent. Maintenant, voyons des créatures qui s'échappent effectivement du laboratoire. Prenons des créatures, prenons l'idée de l'échapper au sens propre cette fois. Et là, évidemment, moi je pense immédiatement à la pire d'entre elles, ou à la première d'entre elles, à la créature de Frankenstein. Créature de Frankenstein qui a tellement bien réussi son coup, tellement bien réussi son échappée, qu'elle a même volé le patronyme de Frankenstein. En fait, Frankenstein, c'est le nom du créateur, c'est le nom du scientifique, c'est le nom de cet individu passionné de naturphilosophie et de sciences électriques. Mais en fait, dorénavant, qui on appelle Frankenstein, c'est son monstre, c'est sa créature sans nom. Et dans l'échappée de Frankenstein, dans la sortie donc, de la créature du laboratoire, on voit ce qui se joue dans ces fictions, c'est également une revendication, c'est avant tout peut-être une revendication politique, c'est-à-dire une revendication de reconnaissance. C'est une lutte pour la reconnaissance qui se joue donc dans cette échappée. Si Frankenstein, la créature donc, s'échappe, c'est pour avoir sa vie propre, c'est pour être reconnu comme un individu alors que tout le monde qui l'entoure le rejette bien sûr et n'est pas du tout fait pour l'accueillir. Mais ça va au-delà de ça et c'est pour ça que j'ai choisi cette image entre toutes. Ici vous avez non seulement Frankenstein mais la fiancée de Frankenstein. Sa fiancée. Frankenstein veut une fiancée. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de tuer la fille de son créateur, il veut lui-même avoir sa fiancée. C'est-à-dire qu'il veut lui-même entrer
dans un cycle de reproduction. Il veut devenir une créature naturelle. Il veut sortir du laboratoire, il veut cesser d'être un artifice pour être véritablement un produit de Dieu, en fait, qui se reproduirait sans avoir à passer par le laboratoire. Donc c'est toute cette histoire qui nous raconte les mésaventures du Prométhée moderne, celui dont les créatures, celui dont les statuts, celui dont les produits donc, s'échappent, s'émancipent, et également, on peut dire, aspire à gouverner le monde à sa place. Ces fictions d'échappée de laboratoire, en fait, je pourrais en donner de nombreux exemples. J'ai essayé d'en choisir des exemples récents, mais ce film de 2017 indiquait par exemple comment la figure du mutant peut être relue ici au croisement avec la figure du bétail. Le bétail, on l'a vu, on a commencé avec ça. Le bétail, tout simplement, c'est l'idée de créatures qui ne sont pas des fins, qui ne peuvent pas être considérées comme des fins, mais qui sont toujours des moyens. Et donc des créatures sur lesquelles des propriétaires ont toujours un droit de vie ou de mort. Et ici, on voit comment donc ces mutants, clones, enfin créatures ambiguës qui ont été produites dans des laboratoires aspirent à s'émanciper, aspirent à sortir du laboratoire, aspirent à mener une vie propre contre la vie de leurs propriétaires, créateurs, et aspirent donc à sortir de la servitude qui est celle de tout bétail. Et donc, elles aspirent, ces créatures, à devenir des fins et à ne plus être des moyens, si vous voulez. Ces créatures qui sortent du laboratoire ne font pas que demander la reconnaissance pour ce qu'elles sont. Elles menacent l'ordre établi. Et les fictions de mutants, par exemple, ce n'est pas simplement que tout le monde est différent, c'est que du coup, l'émergence de nouvelles différences laisse penser que peut-être l'avenir de notre espèce est engagé et que d'autres formes vont s'y substituer, d'autres formes plus évoluées, plus performantes, plus pertinentes. Ici, la planète des singes nous fait voir, en quelque sorte, met en image ce fantasme réalisé ou accompli, où la forme dominante de l'espèce a été en quelque sorte dépassée, renversée par des formes émergentes, et où la position du coup du laboratoire se trouve en quelque sorte inversée. Désormais, ce sont les êtres humains qui sont les objets du laboratoire et les singes qui... À partir du moment où l'on envisage des créatures qui seraient peut-être à l'échelle nano, vous voyez, et non pas à l'échelle macro. Donc, on voit ici comment le fantasme de confinement, qui est celui des laboratoires, est rendu impuissant par l'émergence de créatures qui, par vocation en fait, doivent s'émanciper, sortir, proliférer et se substituer potentiellement aux créateurs qui les ont fait apparaître. Donc, in fine, derrière l'émancipation des créatures, derrière l'autonomie des fictions, se met en place une lutte pour l'existence entre deux figures, une lutte qui est souvent représentée sur le modèle de la traque et de la chasse mutuelle et de la volonté de détruire l'autre. C'est ça que montrent les films d'Alien, et donc celui-là de 2017 donne une forme récente de la chose. La vie, c'est très joli quand ça commence, mais quand il s'agit de commencer à se courir après, à se manger et à se détruire, eh bien, le portrait est beaucoup moins reluisant. La fin de l'histoire, surtout, est incertaine. On ne sait pas qui du créateur ou des créatures vont finalement l'emporter, ou si elles vont peut-être finir par coexister à défaut de se dévorer. La symbiose, donc, plutôt que la prédation. Mais toutes les créatures d'imagination, donc, sont destinées à vivre une vie autonome, une vie
de fiction et de réalité, et cette vie prolifère dans les discours, les cauchemars, les journaux et les essais. Il n'y a jamais donc de laboratoire clos, contrôlé, confiné, et le destin des créatures est toujours de s'échapper. Une forte opposition aux organismes génétiquement modifiés, par exemple, s'est construite autour de cette menace. Par le biais des modifications génétiques, en effet, les Prométhées modernes pourraient mettre en circulation dans les écosystèmes des espèces qui résisteraient aux outils ordinaires de limitation comme les pesticides et qui se multiplieraient donc en dehors de tout contrôle. L'étude des espèces invasives a montré d'ailleurs avec quelle facilité certaines espèces pouvaient se naturaliser, pouvaient prospérer sur une nouvelle terre ou sous un nouveau climat. Donc si une meilleure connaissance des écosystèmes et une attention constante portée à leur dynamique peut nous permettre de suivre, de corriger, d'anticiper les effets de telle ou telle perturbation, ces cas servent toujours de mise en garde pour l'apprenti sorcier. Les entités qui se répandent dans le sillage de l'activité humaine ne sont plus seulement des créatures naturelles, mais ce sont des créatures qui ont quelque chose en plus, qui sont avec cela artificielles. Elles sont modifiées par l'humain, elles ont des pouvoirs qui dépassent peut-être ceux des créatures naturelles et des pouvoirs qui outrepassent sans doute nos pouvoirs, nos capacités de prédiction et de maîtrise. Donc si les créatures sont en plus à des échelles micro ou nano, le désir de contrôle apparaît encore plus vain. Ainsi, finalement, l'être humain, créateur tout-puissant, finit par se sentir lui-même menacé par ce qu'il a mis au monde, et comme Prométhée, il s'effraie de sa propre puissance. Entre le créateur et ses créatures, on assiste à ce que Wells appelait une guerre des mondes ou un conflit de génération. Un conflit de génération, ça veut dire bien sûr un conflit entre le vieux monde et l'ancien monde, mais on peut prendre aussi le mot génération au sens biologique du terme, c'est-à-dire on peut dire un conflit de génération au sens où on doit se demander qui va se reproduire et qui va se reproduire le plus. À cette prolifération monstrueuse, à cette perception d'une menace où la créature tout à coup devient émancipée, devient une fin pour elle-même et ne nous reconnaît plus comme la forme à l'autorité naturelle, eh bien, on donne souvent des noms étranges, des noms qui sonnent comme des avertissements, vagabonds, migrants, hybrides, toutes ces créatures sauvages et mystérieuses qui font à l'humain la réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire toutes ces créatures qui traitent les humains ou ceux qui se font passer pour tels ou ceux qui pensent incarner la forme légitime de l'humanité. Ces humains, donc, sont traités désormais comme, non pas un terme ultime, mais comme une forme transitoire. C'est-à-dire que ce que nous disent les créatures qui s'échappent du laboratoire, ce que nous disent toutes ces formes impropres, inappropriées, qui viennent déranger notre sentiment d'une autosuffisance, toutes ces créatures viennent nous dire que ce que nous avons coutume d'appeler l'humain n'est qu'une forme transitoire, une forme au contour flou et toujours à redéfinir. Voilà, je vous remercie. Para fazer perguntas ou trocar ideias com os conferencistas, pode dirigir-se ao espaço Fórum junto ao secrétariado. Pour poser vos questions et échanger avec les conférenciers, rendez-vous à l'espace Forum à côté du secrétariat.
Faremos agora um breve intervalo, estaremos de volta às 21h55. Relembramos que o concerto no Grande Auditório já começou.